voulez, prenons un cas qui s'est produit en France, qui est célèbre dans le milieu des soukoupistes, qui est l'affaire de Valençol. Ça s'est passé le 1er juillet 1965, dans les Alpes de Haute-Provence. Un paysan qui était dans son champ de lavande a vu ce qu'il a pris pour une sorte de voiture brillante au fond de son champ. Il s'est approché, et à une dizaine de mètres, qu'est-ce qu'il a vu? Une soucoupe, et en plus avec deux petits humanoïdes, dont l'un l'a paralysé avec... un engin mystérieux. Ça, c'est ce qu'il a dit. Alors, est-ce que vous avez, par exemple, étudié ce cas? Eh bien, non seulement je l'ai étudié, mais je peux vous dire qu'un tel cas s'est reproduit vers la même époque aux États-Unis avec des caractéristiques identiques qui n'ont jamais été produites dans les journaux. Alors, quand vous trouvez, à Socorro très exactement, quand vous trouvez expérimentalement plusieurs cas semblables dans un court intervalle de temps, qui reproduisent des mêmes détails qui ne sont pas tirés de la mythologie, qui ne sont pas tirés de l'inconscient collectif de Jung, parce que non, je m'excuse, monsieur, et qui laissent des marques au sol analysées par les gendarmes, et même certaines mesures physiques, puisqu'à Valençol, il y avait une augmentation de la teneur du sol en calcium, et que les plantes ont crevé ensuite par 2 fois, je m'excuse, mais c'est vérifié directement avec des mesures physiques. Petite question, est-ce qu'on avait mesuré le sol avant? Non, monsieur, quand on fait des mesures comme ça, la méthode consiste à prendre le sol témoin autour de la zone et à prendre des mesures sur l'endroit allégué de l'atterrissage et à faire ça par un laboratoire. Mais peut-être que le déséquilibre existait avant. Alors, ah non, c'est impossible. C'est complètement. Non, je m'excuse, je réponds dans l'ordre. Ce déséquilibre n'existe pas avant parce qu'évidemment, quand vous donnez des morceaux de terre à un laboratoire pour une analyse, le laboratoire ne sait pas du tout d'où ça vient, hein, et vous lui dites, voilà, il y a 5 ou 6 machins, et qu'il vous dit, ben, il y a celui numéro 3 qui montre telle caractéristique. Il est bien évident. Si ce 3 correspond précisément à la zone de l'atterrissage allégué, et si celui qui a fait le prélèvement n'est pas, et si en plus de cela il ne s'agit pas d'engrais, qu'on peut vérifier qu'il ne s'agit pas de choses apportées d'une façon simple par un fumiste, n'est-ce pas, qui a voulu se rendre intéressant. Bon, il est bien évident que ça ne constitue pas une preuve absolue, mais quand cette mesure est refaite aux États-Unis à Delphos par un groupe de l'enquête du docteur Heineck précisément, dans des conditions avec des témoins qui ignorent et qui ignoreront toujours tout de l'affaire de Valençol parce qu'elle n'est pas publiée là-bas, et croyez-moi, de toute façon, il y a trop de littérature. Or, ce sont 2 cas parfaitement disjoints qui donnent le même résultat. Mais quand vous voyez... Ah, mais je m'excuse, nous communiquons, monsieur. Alors là, je vais vous arrêter tout de suite. On communique le résultat entre astronomes. Or là, vous ne mettez pas en doute. Pourquoi? Alors là, je suis fâché, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a évidemment un postulat de base qui est extrêmement malhonnête. Je m'excuse de vous dire ça de Closet, parce que vous faites l'avocat du diable très gentiment, et ça me donne l'occasion de vous répondre. Quand un astronome voit une comète, il explique aux autres astronomes par telle ascension droite et telle déclinaison, j'ai vu cette comète. Il est bien évident qu'on pourrait à ce moment-là reprocher aux autres astronomes de s'être communiqué le premier résultat par celui qui a découvert la comète, de sorte que tous ces témoignages n'auraient aucune valeur, puisqu'ils sont même des témoignages. Attendez, puisqu'ils sont même des témoignages de gens qui se sont donné le mot. C'est idiot, personne ne le fait, et moi le dernier. Eh bien, faites l'honneur aux ufologues qui sont scientifiques ou juristes ou sociologues ou psychologues, mais qui ne sont pas le premier venu dans la littérature d'amateur, faites-leur l'honneur d'être aussi honnêtes. Et à ce moment-là, effectivement, entre ufologues, on se communique ce résultat du calcium, mais enfin, vous n'avez pas le droit, à moins de diffamer ceux qui le font, de les accuser de mauvaise foi et de communiquer ce résultat pour l'inventer. Ça serait pas question. Mais ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi les soucoupes volantes viennent cueillir de la lavande dans le midi de la France et ils déposent du calcium. Mais c'est ça qui est important, finalement. Vous nous dites qu'il y a un témoignage qui vous paraît intéressant. Vous avez trouvé quoi? Un peu de lavande partie et du calcium déposé. Je ne comprends pas, je ne vois pas la raison. Monsieur Clark, je ne comprends pas non plus. Et le reproche que j'aurais tendance à vous faire, c'est de vouloir tout de suite aller à une théorie explicative, d'avoir au fond le même défaut avec plus de rigueur scientifique que ces ufologues amateurs, n'est-ce pas, qui nous parlent de martiens, de visites d'extraterrestres et autres choses comme ça. Vous voulez tout de suite qu'on vous donne une explication, alors que d'abord, nous n'avons qu'un crédit pour faire ces recherches, parce que vous savez qu'elles ont été diffamées pendant très longtemps. Deuxièmement, c'est un phénomène éphémère qui est extrêmement difficile. Troisièmement, on a pu calculer que pour mettre des enregistreurs impersonnels dans les endroits où les témoignages sont les plus nombreux, pour essayer d'y voir clair une fois pour toutes au point de vue des effets physiques. Poher a calculé en particulier la densité qu'il faudrait donner et la quantité d'argent qu'il faudrait dépenser, c'est quelque chose de phénoménal. Alors ne nous faites pas le reproche de ne pas vous donner aujourd'hui, et pour le public aussi, d'explications. C'est notre honneur justement de refuser de faire des théories explicatives tout à fait prématurées sur ce phénomène. Tout ce qu'on peut dire, voyez-vous, c'est que ce phénomène tel qu'on le voit présente toutes les apparences d'un phénomène réel,
indépendamment de certaines fumisteries dont je serai très honoré bientôt de vous parler, photos à l'appui. Mais justement, nous faisons l'effort de les séparer. Et encore une fois, ce phénomène réel, nous ne voulons pas en faire une théorie. Par contre, je suis à votre disposition pour parler des impossibilités physiques. Je voudrais qu'on reste un petit peu dans le concret et sur cette affaire de Valençol, parce que vous ne nous avez pas dit quel genre d'enquête vous aviez mené et si vous en aviez tiré des conclusions à partir de ce qu'avait décrit l'agriculteur. Mes conclusions sont celles-ci, c'est que le témoin était dans un tel état et s'est tellement fait moquer de lui que ce n'était certainement pas son intérêt, premièrement, d'avoir inventé cela. Alors on peut dire qu'il était fou. Donc voici une explication psychologique. Je voudrais... Non, je m'excuse, monsieur. Je dis on peut dire qu'il était fou, mais tous les témoignages disent que c'était un homme parfaitement sensé quand cette histoire est arrivée. Encore des témoignages. Monsieur non, je m'excuse, monsieur. Je pourrais, moi, faire un témoignage que vous étiez là ce soir et que vous êtes un homme sensé. Je pense que ça n'est pas du tout un témoignage dont on pourrait mettre en doute. De sorte que non, franchement, là, non, mais c'est pas honnête. Écoutez, je voudrais vous poser une question précise, monsieur. Vous nous avez dit, vous avez récusé très rapidement et sans y insister l'explication de ce que vous appelez les ovnis par des visites d'extraterrestres. Je ne l'ai pas récusé. Je vous avez dit, vous n'en savez rien. Ah oui, c'est pas pareil. Bon. Alors je voudrais vous demander si vous acceptez le vocable même de ovni par lequel on a créé cette réalité mythique. Il s'agit d'objets volants non identifiés. Est-ce qu'un nuage pour vous est un objet volant, par exemple? Mais je pense que le nuage photographié par Concorde et qui était dans le ciel est, au sens d'un astronome, un objet, mais ce n'est pas un objet volant au sens d'un engin fabriqué. Comme a dit Turca, le pilote de Concorde, ça serait se fiche du monde que d'appeler un nuage un engin fabriqué qui a un moteur à bord. Oui, il a même dit qu'on s'était moqué du public avec cette histoire. Mais c'est d'ailleurs parfaitement vrai. Le malheur, c'est que ceux qui s'en sont moqués, je pense qu'ils ont voulu le faire pour porter tort un peu à l'ufologie. Enfin, c'est un détail. De toute façon, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que vous me parlez de nuages, moi je reviens par terre. Je suis désolé, on ne parle pas le même langage. Vous êtes dans le ciel, moi je reviens sur terre. Oui, mais quand on est sur terre, on a des témoignages. À la limite, quand on a des photos ou des documents d'objets dans le ciel et on dit que ces photos, ces documents ne sont pas probants, surtout à l'interprétation, quand on est au sol, on n'a plus des photos, mais on a des témoignages. On n'a jamais eu la photo à 3 mètres de distance. Alors écoutez, il y a 1500 témoignages au sol répertoriés depuis 100 ans. Disons qu'ils ne sont pas répertoriés depuis 100 ans pour vous donner un atout supplémentaire. Disons qu'ils sont répertoriés depuis 25 ans, ce qui en fera plus par an, parce que je veux justement vous mettre dans des conditions favorables. Bon, sur le monde entier, disons le monde occidental, parce qu'il y en a aussi en Russie, mais on ne les a pas répertoriés dans nos classements. Cela dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par an en France, si vous faites le rapport des surfaces, ça veut dire 4 atterrissages ou 3 atterrissages ou 2 atterrissages répertoriés en moyenne. Combien sur 50 millions d'habitants, monsieur, y a-t-il d'individus qui ont à portée de main un appareil chargé? Moi, je suis un fanatique de la photo, j'ai 2 appareils, dont un Nikon, et en vacances, j'ai en général mon appareil sur le dos. Je peux vous dire que 9 fois sur 10, il m'arrive de réfléchir et de me dire, mais si j'avais la possibilité, n'est-ce pas, si brusquement je voyais un phénomène ovni ou pas, enfin, je voudrais, ben, j'ai pas l'appareil sur moi. Alors vraiment, s'il y a 3 ou 4 choses comme ça qui se passent par an, arguer de ça, qu'il n'y a pas de photo de près, ça ne tient pas devant les statistiques. Mais c'est constaté, c'est un constat. C'est vrai, mais c'est vrai, mais je vous l'explique. Juste un mot, vous avez bien dit atterrissage, et non pas atterrissage présumé. Oui, c'est moi, donc que vous considérez que les atterrissages sont réels. C'est peut-être un point sur lequel on pourrait vous demander votre opinion précise. Je parlais d'atterrissage allégué dans le témoignage. Non, vous avez dit atterrissage. Oui, mais parce qu'à chaque fois, on ne peut pas ajouter le mot allégué, je suis désolé. Allégué. Non, tout ça n'est pas allégué. Je veux dire qu'au stade d'une discussion statistique, pour évaluer les probabilités qu'on ait un appareil photo, quand un phénomène allégué se produit et que ce phénomène allégué se produit 4 fois en France par an, je dis que la probabilité est quasiment nulle et qu'on ne peut pas arguer de l'absence de photographie pour dire que le phénomène n'existe pas. C'est un argument à côté, c'est tout, c'est ce que j'ai démontré. Monsieur